Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de École du Changement. Nous nous retrouvons ce dimanche 31 juillet 2022 pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Et je ne suis pas en tout cas seul pour ce dimanche comme d'habitude. J'ai un invité, l'enseignant du jour s'appelle Corneille Mulumba Mujangi. Il est pionnier de l'UDPS. Il est écrivain, auteur en tout cas d'un grand ouvrage, Pilier et dynamique pour un grand Congo, préfacé par Martin Fortuné Mukenji Mbandakulu. Et cet ouvrage est publié aux éditions CEDAC Kinshasa, donc en mai 2022. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de cet ouvrage, mais nous allons creuser dans cet ouvrage une thématique, paix et sécurité pour pouvoir bâtir le grand Congo. Donc, pour bâtir le grand Congo, la condition c'est il faut assurer la paix et la sécurité. Et nous avons une mission des Nations Unies à MONUSCO qui est venue en tout cas pour nous aider à pouvoir restaurer la paix et la sécurité pour bâtir ce grand Congo. Mais plus de 20 ans après, le constat est que rien de tel en tout cas n'est réalisé. Le pays ploie encore sous le poids des groupes armés, de l'insécurité à l'est du pays. Et cette insécurité a exacerbé la population qui est descendue dernièrement dans les rues de certaines villes de la province du Nord Kivu et même du Sud Kivu avec des attaques contre les installations de la MONUSCO. Il y a eu mort d'homme et nous allons parler avec Corneille Mulumba. Corneille Mulumba est notre invité. Bon dimanche Corneille Mulumba. Bon dimanche JR. Voilà. Très heureux de vous retrouver, ça fait trop longtemps. C'est pas normal, c'est pas normal ça. Ok, merci beaucoup. Dieu en tout cas fait en sorte que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans une autre émission, c'est École du Changement. Corneille Mulumba, quelles conditions pour le départ de la MONUSCO au Congo? Voilà ce qui fera en tout cas la trame de notre émission. Mais on attendait que nous puissions en arriver là. Parlez-nous un peu de cet ouvrage, Pilier et dynamique pour un grand Congo, que vous avez publié aux éditions CEDAG Éditions. Qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à écrire cet ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cet ouvrage que vous venez en tout cas de publier, Corneille Mulumba? Bien sûr, JR. Vous m'avez présenté comme pionnier de l'UDPS. Aujourd'hui, ça nous fait 42 ans, parce que nous avons commencé avec ce groupe, dans cette démarche depuis 1980. Ça fait 42 ans de combat politique, toujours dans cette dynamique. En 42 ans, on en a vu des choses. On a pu comprendre aussi beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'il a en tête, en cerveau, je veux dire, dans le sous-sol, sur son sol, malgré tout ça, nous continuons à souffrir, à avoir faim, nous continuons à avoir du chômage alors qu'on a un pays à construire, nous continuons à avoir une monnaie qui n'a aucune valeur, et ainsi de suite. Alors, avec le combat que nous avons mené, nous avons compris des choses. Nous avons compris pourquoi ça se passe ainsi. Et aussi, nous avons compris qu'est-ce que nous devrions faire, nous pourrions faire pour que ça change et rapidement, parce que le pays en a les moyens. Alors, on n'est pas aux affaires, on peut mettre les idées par écrit pour que ceux qui sont aux affaires puissent les exploiter. S'ils ne les exploitent pas, au moins ne fût-ce que face à l'histoire, nous aurons assumé nos responsabilités. Et ceux qui viendront après pourront toujours le faire. Objectivement, voilà pourquoi on a mis ça sur... Donc, si je comprends très bien, vous êtes ancien ministre du Plan, donc soucieux du développement de ces pays, et vous étiez frappé par la poursuite et la continuation pratiquement de ce qu'on a appelé le paradoxe de la richesse. Oui. Un pays immensement riche, mais avec un budget de misère, oui, avec une population qui croupit aussi. C'est pas normal, c'est comme si on n'a pas de gens qui ont étudié, qu'on n'a pas d'ingénieurs, qu'on n'a pas d'économistes, qu'on n'a pas de... C'est pas normal, c'est pas normal. On a une jeunesse nombreuse. Et cette jeunesse est au chômage alors que nous avons tout un pays à construire. Pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est ça le fond du livre. Qu'est-ce qui bloque? Et nous avons compris que ce qui bloque avant tout, c'est notre capacité à nous autodéterminer, en d'autres termes, notre souveraineté. Le Congo n'est pas encore suffisamment souverain et nous n'avons pas de capacité de nous autodéterminer actuellement. C'est pour ça que nous ne savons pas prendre des décisions qui nous concernent, ce qui est bon pour nous. On nous dicte,
On nous impose des volontés. Et si on nous impose des volontés, leur volonté, c'est pour leurs intérêts et pas pour les nôtres. Ok, avant en tout cas d'aller de plein dans notre thème du jour, c'est-à-dire qui consacre la polémique sur les retraits ou pas de la MONUSCO, Corneille Moulumba, toujours dans cet ouvrage, vous êtes frappé, comme vous l'avez dit, par les paradoxes d'un pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles, mais en réalité un pays pauvre, très endetté. Bon, est-ce que parmi les solutions, la mise en enchère, par exemple, des nouveaux blocs pétroliers, gaziers, par le gouvernement, est-ce que c'est une des solutions pour que le pays ait les moyens de sa politique? Mais en soi, ce n'est pas un problème. Mais comme moi, vous avez suivi, nous allons de scandale en scandale, de 400 millions comment dirais-je, de 100 jours à ceci et à d'autres. Et il y a eu, l'IGF a fait un travail, et quand on observe, il n'y a personne qui a été arrêté, ainsi de suite. Donc, il y a encore des faiblesses au niveau de la gestion. On a vu des personnes arrêtées pour vol, pour détournement, et puis libérées sans autre forme de procès. Donc, ça veut dire que nous avons des problèmes, notre justice est encore trop faible, trop faible. Alors, dans ces conditions, engager de telle activité, de telle action, pour moi, nous risquons, en soi, c'est pas mauvais, mais nous risquons malheureusement que la corruption ambiante et le reste puissent de nouveau interpénétrer et que le pays n'en tire pas profit. Donc, en soi, on ne peut pas être contre, mais je pense que nous avons un premier effort à faire, c'est celui de renforcer notre justice pour qu'effectivement, cela s'accompagne d'une grande rigueur. S'il y a de la rigueur, oui, le pétrole, notre pétrole, nous ne le mangeons pas. Donc nous avons intérêt à faire ce genre d'action auprès des investisseurs. Mais encore faudrait-il que ceux qui sont chargés d'exécuter, de réaliser cela, soient des vrais patriotes qui mettent les intérêts du Congo avant toute autre considération. Ok, merci beaucoup Corneille Moulumba. Nous allons en tout cas avoir d'autres opportunités pour parler de cet ouvrage et creuser les différentes thématiques que vous avez en tout cas exploitées pour faire en sorte que ce pays puisse en tout cas décoller. Nous revenons maintenant à notre thématique du jour. Corneille Moulumba, vous avez tous, vous avez appris, vous avez vu dans les images comment est-ce que les jeunes Congolais de l'Est du pays, notamment dans les villes du Nord, Kivu et Sud Kivu, se sont déployés dans les rues pour manifester contre la présence de la MONUSCO. Et c'était des manifestations en tout cas très très violentes. On a attaqué pour la première fois les QG, les installations de la MONUSCO qui ont été pillées, tout ça de fond en comble. Est-ce que c'est vraiment ça l'action à mener pour faire en sorte que la MONUSCO puisse quitter ces pays que nous puissions nous-mêmes en train de gérer? Je salue le courage de ces jeunes. Je salue le courage de ces jeunes. Ils ont manifesté. Je les encourage à manifester. Mais ça n'a rien à voir avec aller casser, qu'il y ait des morts, non. On peut avoir des marches de protestation. Je l'ai dit la fois passée, ici à Kinshasa, si nous continuons à être dans le temps dans lequel nous sommes, c'est parce que, quelque part, nous envoyons un très mauvais message au monde que nous n'avons pas compris et qu'en RDC on peut faire n'importe quoi, n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut. Si les Congolais se mettent debout, je pense qu'effectivement les choses peuvent évoluer. Et la marche des jeunes traduit, je peux dire, l'incapacité ou l'irresponsabilité des gouvernants. Parce que la MONUSCO en RDC n'a pas commencé aujourd'hui, c'est fait depuis des années. Et on n'a pas montré qu'on a compris en réalité c'est quoi la MONUSCO et à quoi elle sert, quelle est sa mission. C'est quoi réellement? Parce que si on comprend ça, alors on comprendrait ce que les jeunes là ont compris. Si les jeunes ont compris, est-il pensable que les députés, que les sénateurs, que le gouvernement, que le président de la République n'ait pas compris? D'autant plus qu'il y a 2 ans, l'ancien président de la République avait, du haut de la tribune des Nations Unies, demandé, exigé le départ de la MONUSCO déjà. Donc ça veut dire que c'était évident. Alors pour quelle raison on a prolongé de nouveau ce mandat avec l'accord, même presque à la demande de nos autorités actuelles? C'est ça qui est incompréhensible. Et ce qui arrive, moi, ça ne me surprend pas du tout.
Est-ce que les autorités actuelles n'ont pas fait en tout cas de la réelle politique qui veut qu'on se rend compte que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, capables de pouvoir nous prendre totalement en charge sur le plan de la défense de notre territoire et qu'on avait toujours besoin de cette force d'appui qui constitue la MONUSCO? C'est bizarre, pourquoi? Parce que ça veut dire que les groupes, entre guillemets, rebelles, sont plus forts, plus puissants que l'armée de la RDC. Ça veut dire que le petit bout de pays, là, le Rwanda, là, n'est-ce pas, a une armée plus forte que celle de la RDC. C'est illogique. C'est illogique. On doit s'interroger. C'est une des questions qu'on aurait dû se poser. Comment expliquer que le petit bout de Rwanda, là, puisse effectivement paraître ainsi, faire ce qu'il fait? Pour quelles raisons? On a voté récemment à l'ONU pour le maintien de l'embargo sur la RDC. Pendant que le Rwanda n'a pas sous embargo, pendant que les troupes rebelles sont armées d'une manière puissante, et que l'ONU a même reconnu qu'effectivement elles sont mieux armées, plus puissantes que nous. Comment est-il possible? Comment est-ce que cela s'explique? Alors, si on comprend tout ça, alors on doit comprendre aussi que la MONUSCO n'a pas de place. Oui, Corneille Moulumba, vous dites que la MONUSCO n'a pas de place, et c'est tout le monde, en tout cas, la majorité des Congolais, qui le disent ainsi. Mais est-ce que ces jeunes gens-là, vous dites qu'ils ont compris, mais c'est quelque part, ils n'étaient pas manipulés pour s'attaquer violemment comme ça à la MONUSCO? Il y en a qui pointent, par exemple, un doigt accusateur vers le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a fait une tournée au nord et au sud Kivu, qui a harangué les foules là-bas en demandant à ce que la MONUSCO puisse partir. Est-ce que ça ne paraît pas comme s'il avait remis des allumettes à ces jeunes gens, à tous ces citoyens de l'Est du pays qui avaient déjà des ressentiments vis-à-vis de la MONUSCO? Ce n'était pas un élément déclencheur, ces discours-là? Hier, nous sommes tous Congolais. Donc nous sommes tous ensemble propriétaires de ce pays, de cette terre. Moi, je soutiens totalement le sénateur Bahati. Parce que c'est un élu, il a la tête d'une institution. Ce que Bahati dit, c'est ce que Joseph Kabila avait dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a justifié la MONUSCO? Je me souviens que dès le lendemain de l'élection du nouveau chef de l'État, nous avons vu le secrétaire général des Nations Unies débarquer ici pour faire pression pour qu'on renouvelle le mandat de la MONUSCO. Donc, le renouvellement du mandat de la MONUSCO n'est pas une exigence ou un souhait du peuple congolais, mais c'est un souhait, c'est une exigence, une imposition de l'extérieur. Alors, pour quelles raisons? Et puis quand vous savez que vous découvrez que la MONUSCO est principalement financée par les États-Unis d'Amérique, vous devez vous poser la question, pour quelles raisons les Américains dépenseraient des milliards de dollars pour financer la MONUSCO, pour venir secourir les Congolais, quand on sait aussi que la base logistique de la MONUSCO, c'est-à-dire là où ils ont les drones, ils ont les écoutes satellitaires, ils ont les images satellitaires, tout ce que vous voulez, ne se trouve pas en RDC mais en Ouganda. Et quand vous savez que l'Ouganda est soutenu, a derrière lui les États-Unis d'Amérique, comme le Rwanda par ailleurs. Donc, je veux dire que Bahati, et avant Kabila, nous les pionniers de l'UDPS, je me souviendrai, depuis 2016, je veux dire, 2016-2017, on avait tenu une conférence de presse ici au centre des handicapés, sur l'avenue de Villery, où nous avions dit que le MONUSCO devait quitter notre territoire et qu'il était de notre intérêt qu'elle parte d'ici. Puisque on ne peut pas avoir sur notre sol une armée, parce que la MONUSCO c'est avant tout une armée, beaucoup plus puissante, disposant d'un budget beaucoup plus important, budgétaire plus important, ayant un armement plus solide, soutenu par tous les pays capitalistes et les ONG, ainsi de suite, sur notre sol, une armée que nous ne dirigeons, que nous ne commandons pas. Une armée étrangère plus puissante que votre armée, qui est sur votre sol, mais que vous ne commandez pas. Alors, à partir de ce moment-là, le pays est en danger, parce que cette armée-là est capable de faire et de défaire le gouvernement, et de vous déstabiliser, de faire tout. Donc, Bahati a raison, tardivement, parce que plus de 5 ans après que nous l'ayons demandé. Mais, Corneille Moulumba, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous trouvez en la MONUSCO un bouc émissaire?
Parce que vous-même, Congolais, pas capable en tout cas de vous assumer sur le plan de la défense nationale, de faire face à cette insécurité. Vous trouvez que c'est la MONUSCO qui devait faire le travail à votre place, et comme il ne le fait pas, elle ne le fait pas, alors la MONUSCO maintenant est vos hégémonie. Bah, écoutez, JR, quand vous devez faire la guerre contre un ennemi, la première chose à faire, c'est bien identifier l'ennemi, évaluer son armement et identifier ses points forts et ses points faibles. Alors, vous savez, élaborer des stratégies pour le vaincre. Alors, la question se pose, à l'est de notre pays, contre qui nous battons-nous? Parce que vous parlez des faiblesses de notre armée. Contre qui nous battons-nous? Nous devons répondre à cette question-là. On peut penser que voilà, on se bat contre les M23, contre les Codeco et tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une grave erreur de penser cela. Moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Rwanda n'a aucun moyen de s'attaquer à la RDC, de faire la guerre à la RDC. Il n'a aucun moyen. Donc, dans ce cas, nous devons nous poser la question, qui est derrière le Rwanda? Qui soutient le Rwanda? Qui équipe le Rwanda? Qui finance le Rwanda? Nous savons que le Rwanda, comme le Rwanda, son budget est financé à presque à 50% par les multinationales et les pays et les puissances occidentales. Et si c'est le cas, à ce moment-là, nous devons savoir que celui qui fait la guerre à l'Est, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce sont les multinationales, c'est les pays européens, la France et compagnie. À ce moment-là aussi, nous devons nous poser la question, pourquoi nous font-ils la guerre? Si nous comprenons ça, pourquoi nous font-ils la guerre? Parce que ce n'est que si nous comprenons tout ça que nous savons nous organiser. Donc, si nous nous mettons en tête que nous nous battons contre le Rwanda, on se trompe, parce que nous allons continuer à nous épuiser pendant qu'eux arment, financent un cadre de Rwanda. Mais Corneille Moulumba, vous êtes là en train pratiquement de changer l'histoire de ces pays. Vous dites que le Rwanda n'a pas le moyen de pouvoir se battre contre la RDC. Pas du tout. Mais qui a provoqué la chute du maréchal Mobutu? N'est-ce pas, l'armée rwandaise était dedans, l'armée ougandaise et d'autres? Parce que vous avez vu des soldats américains, soldats français ou d'autres nationalités occidentales se battre sur le sol congolais? C'est là que vient le mal. Parce que nous n'avons toujours pas compris. Si nous ne comprenons pas, si nous faisons un mauvais diagnostic, comment allons-nous nous défendre, nous protéger, nous sécuriser? Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le Rwanda. Le président Mobutu était gravement malade depuis longtemps. Depuis longtemps. Il était en train d'un cancer de la prostate depuis longtemps. C'est ce cancer qui l'emporte. Maintenant, pendant que nous, Congolais, nous continuons à nous disputer sur la couleur de nos cravates, sur des bêtises, d'autres anticipent. Mobutu va, d'ici 1 ou 2 ans, va disparaître de la scène politique. Alors on fait quoi? Les autres ont anticipé. Ils ont anticipé. Et ce sont encore les Occidentaux qui ont organisé. Maintenant, ils ont ici instrumentalisé le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas qu'il y ait des étrangers qui ont été instrumentalisés. Okay. Les fils du pays étaient instrumentalisés. Oui, bien sûr, c'est clair. Ils ont contribué dans cette campagne de l'AFDEL. C'est clair. Et nous tous ici, nous avons accueilli, beaucoup de Congolais, la majorité des Congolais, accueilli l'AFDEL comme un mouvement de libération. Or, c'était un cheval de Troie. Donc, quelque part, nous-mêmes aussi, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tombés dans le piège par manque de clairvoyance et d'anticipation. Encore une fois, nous nous préoccupons de ce que nous devons manger aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous aurons à manger ou pas? Et à partir du moment où vous êtes réduit au niveau animal, c'est-à-dire que vous posez la question chaque jour, est-ce qu'on pourra manger aujourd'hui ou pas? Vous n'avez pas le temps d'anticiper, de penser à demain ou après-demain ou dans 6 mois ou dans 1 an, encore moins dans 5 ans. Or, les autres savent le faire. Et à partir du moment où ceux savent le faire, ils ont donc une avance sur vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque M. Laurent Désiré Kabila arrive dans le Sud Kivu pour cette opération, mais il trouve déjà l'armée rwandaise et ougandaise déjà sur place, n'est-ce pas? Ils sont sur place. Et ils sont ça veut dire que si on avance avec un Rwandais ou un Ougandais à la tête de l'armée, les Congolais n'accepteront jamais. C'est un peuple assez fier. Alors, on est allé chercher M. Laurent Désiré Kabila, on les met à la tête.
qui a fait le maquis pendant des années et des années. On l'a mis à la tête pour qu'avec lui en tête, on puisse faire le chemin. C'est ce qu'ils ont fait. Et leur calcul était de l'éliminer physiquement aussitôt arrivé à Kinshasa. Malheureusement pour eux, lui qui avait compris le jeu, c'est le programme président sur l'étape de Lubumbashi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que nous avons cru, parce que vous êtes à la tête, c'est ce que nous avions à faire. Et pendant que eux, ils avaient d'autres stratégies qui étaient à adopter. Ils venaient avec le soutien de la radio Okapi ici. Encore une fois, les Congolais sont très très distraits. Avec le soutien de la radio Okapi. Non, ne tirons pas sur un média, nous sommes dans un média, Corné Moulumba. Moi, je suis politique. Je ne suis pas la politique. Voilà, nous ne parlons pas de radio Okapi, nous parlons de la MONUSCO. Si vous pouvez poursuivre, épargnez-moi en tout cas ces discours-là contre un média dans un média. Je comprends votre souci. Moi, je ne suis pas journaliste, moi, je suis politique. Et je veux dire, voilà. Est-ce qu'il y a que des Congolais qui travaillent dans cette radio-là? Je ne crois pas que ces Congolais-là travaillent contre la République. Est-ce qu'on peut avoir d'autres arguments en dehors Non, j'ai parlé d'autres arguments, j'ai évoqué ça parce que tout le monde a suivi. La radio Capine avait beaucoup accompagné toute l'évolution jusqu'ici, en anticipant les étapes. Enfin bon, vous dites que d'entrer dans le détail. La prochaine fois, d'autres chaînes nous pourront entrer dans le détail, mais je sais qu'elle a joué un rôle très important dans le cadre de ce jeu-là. L'accompagnement médiatique de l'avancement. Donc, les Congolais ont joué, ont été dedans, mais beaucoup ont été instrumentalisés parce qu'ils étaient persuadés qu'ils servaient la bonne cause. Et observez bien, au fur et à mesure que l'AFDL avançait, n'est-ce pas, surtout pendant la Deuxième Guerre, vous observez que, pas l'AFDL, donc la guerre de 1998, observez que les dirigeants des RCD changeaient au fur et à mesure qu'on traversait des territoires. Est-ce que vous étiez surpris par cette Deuxième Guerre? Parce que quand Laurent Désiré Kabila venait avec l'AFDL, Mobutu l'avait averti. Le même moyen qu'on a utilisé contre moi, oui, on va les employer contre vous avec la même méthode. Oui. C'est lui qui n'a pas compris ces messages-là de Mobutu. Mais non, et voilà, après, bon. Non, lui, il n'a pas suivi le conseil, ce sont les conséquences qui se sont abattues sur lui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Lui, il a compris. C'est la classe politique congolaise dont le niveau n'était pas, à mon point de vue, n'était pas suffisamment élevé, qui n'a pas compris le jeu. Joseph Kabila a avancé. C'est pour ça que c'est au programme président à Lubumbashi. Et quand il arrive ici, les problèmes ont commencé, vous vous souviendrez, au stade, au jour de la prestation, on a mobilisé les gens, notamment mes camarades de l'UDPS de l'époque, pour le huer au stade. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était une série qui devait être président, et que ce n'était pas M. Laurent Désiré Kabila. Donc, je veux dire que les Congolais, au lieu de soutenir, de l'encadrer, au contraire, l'ont combattu. Et ce que, comment on devait le soutenir, lui qui est venu avec des étrangers pour mater, pour dominer les Congolais? Non. Pour preuve, nous avions un chef d'état-major rwandais pour la première fois. Encore une fois. Dans ce pays. Encore une fois. Et je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Il y a des démarches qui sont stratégiques. Bon, Joseph Kabila avance, et Laurent Désiré Kabila avance. Et quand il arrive ici, il cherche des contacts avec d'autres Congolais, des dirigeants politiques influents, des contacts avec eux. Et en attendant que ça arrive, il faut réformer l'armée. On a commencé à former les gens à gauche, à droite, pour avoir sa propre force pour travailler. Pendant ce temps, c'est aux Congolais qu'il a eu à faire. Donc moi je pense que si les Congolais avaient compris, en particulier si Tshisekedi avait compris, et qu'il avait mis ses ambitions personnelles au second plan, pour dire que c'est une étape de notre lutte, allons-y, nous allons nous retrouver aux élections. Si je comprends très bien, Corné Moulumba, oui, le fait par exemple de s'en prendre aux ex-phases, de prendre des hommes, des troupes, des officiers bien formés avec l'argent contribué des Congolais dans des grandes écoles, on les envoie à Kitona pour être liquidés, c'est une bonne décision. Non, ce n'est pas ça une bonne décision. Je veux dire, il y a deux... C'est ce qui explique aujourd'hui la faiblesse de notre armée. Non. Il y a deux étapes qu'il faut distinguer. Il y a l'arrivée de l'AFDL et il y a le départ des troupes étrangères avec la guerre de 1998. C'est différent, c'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? L'AFDL, oui, il arrive, et lorsqu'il se reprend, et les ennemis qui sont venus avec
qu'avait la stratégie, je rappelle, de l'éliminer lui-même physiquement et de mettre le Renaissance Bouguer à la tête du pays. C'est ça qui était programmé, qui était prévu. Cette stratégie, nous Laurent Désiré Kabila l'a fait échouer. Et que donc, c'est par la suite, c'est ça qui a provoqué la deuxième guerre. Et malheureusement, beaucoup de Congolais n'ont pas compris, et que les Rwandais qui avaient intérêt à l'avoir faible ont beaucoup agi pour qu'effectivement tous ces officiers-là ne soient pas là. Comme aujourd'hui, quand le Tshisekedi arrive, quelle est les stratégies qu'ils adoptent? C'est quoi? C'est il faut casser l'UDPS, il faut casser avec Kabila, il faut casser avec tout pour qu'il reste seul un électron libre avec lequel ils peuvent jouer. C'est la même chose à l'époque. Leur problème c'était de l'isoler. C'est la même chose. Ce que vous dites là, Corneille Moulumba, oui, est vrai. Oui. Comment on peut expliquer que nous soyons comme ça facilement manipulables? C'est dû à quoi, nous, Congolais? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce sont des étrangers qui nous manipulent pour nous opposer les uns contre les autres. Mais ils réussissent parce que nous sommes faibles. Mais c'est tout. En quoi est-ce que nous sommes faibles? Je montre un exemple. Nous venons d'avoir un changement à la tête du sommet de l'État. Un changement pacifique. Pas de coup d'État, pas de fait tirer, rien. N'est-ce pas? Donc une remise et reprise. Logiquement, le nouveau chef de l'État devrait se sentir plus fort. Parce que il y a ce que le président précédent a fait, il vient, il ajoute à ce qui a déjà été fait. Dans un pays, ce qui renforce les dirigeants, c'est quoi? C'est la classe politique au travers de partis, au travers de mouvements sociaux, ainsi de suite. Mais observez qu'en RDC, nous n'avons pas de partis politiques. Nous avons des mouvements de soutien à des individus. À partir de ce moment-là, nous n'avons que des mouvements de soutien à des individus. Le chef de l'État, il a quelle force? Puisqu'il a affaire à des individus et pas autre chose. Nous avons un parlement, nous avons tout ça officiellement, mais en réalité, observez, côté justice on casse de tous les côtés. Alors, cette naïveté nous poursuit. Donc moi je pense que nos partis politiques, s'ils devaient en exister, c'est là qu'on devait former des cadres pour le pays. On forme des cadres, on éduque la population. Dans d'autres pays, vous allez à l'université, vous avez même des correspondants des partis politiques. Des jeunesses de ceci, cela, à l'université, des jeunesses de ceci, de cela. Parce que c'est là déjà on forme les cadres idéologiquement. Et quand vous arrivez, vous êtes formés. Dans notre pays, dans l'université, il est interdit de faire la politique. Je me demande comment. Et puis les partis politiques ne font pas de l'éducation, de la formation. Alors ça se traduit, quand quelqu'un n'a pas été formé et que demain il doit diriger un ministère, vous voulez qu'il fasse quoi? Les gens qui sont au gouvernement là, provenant des partis politiques différents, est-ce qu'ils viennent avec des programmes de leur parti dans le secteur en question? Non, qu'ils veulent négocier? Non. Donc, tout ça, il faut. C'est pour ça que dans le livre aussi, je parle notamment que nous devons revoir nos institutions à tous les niveaux. La façon dont nous devons élire nos dirigeants, la façon dont nous devons, des partis doivent fonctionner avec des congrès régulièrement. Chaque parti doit tenir un congrès tous les 2 ans, au moins tous les ans, pour que ceux qui dirigent remettent sur la table leur mandat, on évalue, font un rapport, on évalue, on soutient, il y a méfiance. Et s'il y avait défiance, alors on change de dirigeant, ainsi de suite. Citez-moi les partis politiques dont les dirigeants ont changé depuis 30 ans. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de parti. Alors, en étant faible à l'interne, en ayant des institutions faibles, on ne peut pas être fort. Le sujet aussi important. Nous sommes là, nous sommes dans la presse. Nous apprenons que le président rwandais a signé des accords avec le Congo-Brazzaville récemment pour céder, pour obtenir 120 km² ici à Maluku, de l'autre côté. Un ennemi qui vient acheter 120 km², et il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a pas eu de réaction, ni du gouvernement, ni du Parlement, ni du président de la République. Corneille Moulumba, comment est-ce que vous allez vous offusquer du fait que le Rwanda achète des terres dans un pays souverain, le Congo-Brazzaville, pendant que nous-mêmes ici, nous étions en coopération économique avec le Rwanda? Moi, je ne m'offusque pas à cause de ça. Je constate qu'on a mis notre pays en danger. Donc aujourd'hui, on peut nous attaquer directement de Brazzaville, parce que quand vous êtes à Maluku,
vous avancez un peu sur le fleuve, vous êtes au camp Tchatché, n'est-ce pas? Là où réside le président de la République. Donc, et puis, on peut traverser, notamment, faire passer autant de milliers de soldats. C'est que nous sachions, Corneille Moulumba, le Congo-Brazza n'est pas un pays ennemi à la RDC. Le Congo-Brazzaville, le président Sassou a derrière lui la France. Et la France, nous avons dit tout à l'heure, est un des pays qui nous font la guerre. Donc, comme les États-Unis, qui sont derrière le Rwanda. Maintenant, ils sont derrière le Rwanda là-bas, et puis le Rwanda, on vient à Kinshasa. Là, c'était le Nord Kivu et Ituri. Maintenant, c'est Kinshasa qui est exposé. On peut faire traverser des milliers... Comment les États-Unis peuvent nous faire la guerre pendant que la RDC est étiquetée et considérée comme un allié stratégique pour les États-Unis? Très bien. Si la RDC est un allié stratégique, comment les États-Unis, la France, tous ces pays-là ont voté pour que la RDC, pour continuer l'embargo sur la RDC, pendant que le Rwanda achète les armes, pendant que les rebelles ont les armes, pendant que la MONUSCO, financée par les États-Unis, déclare officiellement que les rebelles sont mieux équipés que nous? Alors dites-moi, expliquez-moi. Est-ce que pas un message? On doit savoir qui nous fait la guerre, c'est important. Est-ce que ce discours-là de la MONUSCO qui consiste à dire que le rebelle de 23 en tout cas se comporte sur le terrain comme une armée étatique et que nous, on n'a pas vocation à nous battre contre une armée étatique? Et ce n'est pas une façon de dire que vous, la RDC, vous devez en tout cas faire cette guerre-là vous-même. Mais là, qu'ils partent. Nous, on s'arrête seulement... Non, qu'ils partent. Qu'ils partent, pourquoi qu'ils partent? Je n'ai pas de preuves. Mais je dis toujours ceci. Quelqu'un comme Mamadou Ndala n'a pu être tué dans ces conditions-là sans le soutien d'une institution importante, bien armée, qui dispose de moyens satellitaires, qui les écoute, pour savoir que, au départ de satellites, que Mamadou Ndala est entré dans tel jeep, il est dans tel jeep, ils sont à tel niveau, ils sont à tel niveau, ils sont à tel niveau, et qu'on a positionné quelqu'un avec un missile pour faire sauter son véhicule. Ce n'est pas possible autrement parce qu'il fallait suivre ça et savoir il y a plusieurs véhicules. Pour savoir que c'est dans tel véhicule, il fallait ça. Ça, c'est une chose. La deuxième, les membres des casques bleus tanzaniens qu'on a massacrés à Semkili, la chose dans le Kivu, par 15 ont été tués. Et on a tiré toute la nuit. À quelques 60 km de là, il y avait une base de la MONUSCO. Il n'y a eu aucune intervention jusqu'au matin. Et le lendemain de ça, officiellement, l'ONU a lancé une enquête. Et jusqu'à ce jour, cette enquête n'a jamais abouti. Mais pourquoi Corneille Moulumba, vous et les autres Congolais, vous avez tendance à blâmer la MONUSCO sur tout ce qui se passe en termes d'insécurité à l'est du pays? Pourquoi pas vous blâmerez ceux qui sont chargés, ceux qui émargent au budget de l'État pour faire ce travail de sécurité du territoire national? Non, on ne peut pas ne pas condamner les responsables. Juste là, nous avons parlé de notre justice. Le président avait parlé de déboulonner. Oui, il a réussi, il a déboulonné la justice, il a déboulonné le gouvernement, il a déboulonné tout ce que vous voulez. Mais maintenant, quand tout a été déboulonné, il reste seul. C'est le problème. Donc notre problème n'est pas de... On fait la guerre à l'est du pays. La RDC a une armée de 140 à 150 000 militaires. Je voudrais vous rappeler que la Corée du Nord a une armée qui compte 25 millions d'habitants, a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. Alors, si nous ne renforçons pas, dotons pas notre pays d'une armée à la hauteur de nos ambitions, si nous nous formons, il y a un centre de formation de commandos Kotakoli. Et ça, c'est la faute à la MONUSCO? Non, ça c'est nous. Ouais. Ça c'est nous. Mais on n'isole pas. Nous devons prendre des décisions. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas des décisions? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se doter d'une telle armée? Pourquoi on ne forme pas un commando? Voilà. Pourquoi on ne forme pas de parachutistes? Alors ça c'est notre côté. De l'autre côté, on doit faire partie de la MONUSCO parce qu'elle joue contre nous. Bon, au-delà de ce que la population a fait comme manifestation contre la MONUSCO avec tous les dégâts qu'il y a eu, c'est pas au-delà de ça, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette MONUSCO-là puisse quitter la République? Il faut mobiliser les Congolais, c'est pour ça que je soutiens Bahati et qui doit être amplifié. Il faut soutenir, il faut mobiliser ou il faut que Bahati, comme chef de corps constitué, avec d'autres chefs de corps, avec le gouvernement, ils s'assoient, ils enclenchent la procédure pour le retrait de la MONUSCO parce que la MONUSCO est venue sous l'invitation du gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais ne veut plus de la MONUSCO, donc il y a une procédure à suivre pour le faire. Est-ce que la solution c'est
envoyer les jeunes gens dans la rue, se faire tuer pour faire partie de la MONUSCO, alors qu'on peut la faire partir par des mécanismes qui existent. Non, parce que l'ONU, plus les États-Unis, plus ces gens-là, ont fait beaucoup de pression sur le chef de l'État. C'est ainsi que, je me répète, le président sortant du haut de la tribune des Nations Unies avait exigé que la MONUSCO parte. Le chef de l'État élu, le nouveau chef de l'État élu, on a vu le secrétaire général venir ici, et le lendemain, notre président de la République a demandé que la MONUSCO reste ici. Et que donc, à partir de ce moment-là, ce que Mohamed Bahati a fait est très important. Pourquoi? Parce que, quelque part, il peut enclencher la machine. Et il faut faire ce que vous dites, que les institutions se retrouvent. Mais les institutions, au-delà des institutions, il y a le peuple congolais. Les institutions ne seront fortes que si le peuple lui-même est mobilisé. Si demain il y a des marches à Kinshasa, à Mbujimaï, à Mandaka, contre la MONUSCO, alors elle va partir. Est-ce que la pression ne doit pas être faite sur le gouvernement congolais? Mais parce que c'est à lui qu'appartient, c'est le gouvernement qui détient en fait la décision de faire partie de la MONUSCO. Tout à fait. Faut-il pas faire pression sur le gouvernement? Il faut faire cette pour qu'il enclenche le processus de départ de la MONUSCO plutôt que de s'en prendre au casque bleu comme on l'a fait. Non, puisque même les casques bleus, s'ils ne sont pas là par notre volonté, s'ils sont là parce qu'on nous impose, si leur présence est imposée... Quand ils sont venus ici, on ne nous a pas imposé, nous-mêmes nous avons fait la demande, non? Non, d'abord, à la prochaine émission, on fera une émission sur cette affaire, à cette arrivée, à cette affaire de dialogue de Sun City, et sur tout ça, parce que on doit comprendre, il faut décortiquer la manipulation, la comprendre. Donc, moi, je dis simplement que, oui, ils sont venus officiellement, entre guillemets, sur notre demande, très bien, mais en réalité, c'est pas notre demande. Soit, considérons que c'est notre demande. Et maintenant, nous leur demandons de partir, ils ne veulent pas partir. Bon, vous avez suivi le secrétaire général adjoint de la MONUSCO qui dit qu'il n'y a pas un agenda pour qu'ils partent. Vous l'avez suivi, M. Lacroix? Mais moi, je suis régulièrement la représentante des Nations Unies au Congo, qui dit que la MONUSCO n'a pas vocation à s'éterniser ici. Mais vous avez suivi, c'est hier ou avant-hier, M. Lacroix était ici à Kinshasa, où il est encore là peut-être, il déclare qu'il n'y a pas d'agenda pour la MONUSCO. Et c'est le numéro. Est-ce que le problème, c'est pas aussi nous? Parce qu'on ne sent pas que nous avons créé les conditions pour que la MONUSCO puisse partir. Donc apparemment, les raisons pour lesquelles la MONUSCO était venue ici continuent en tout cas à exister. C'est pas ça aussi. Il faut d'abord travailler sur ces raisons-là, les extirper avant de pouvoir faire partie de la MONUSCO. Vous êtes Congolais, je suis Congolais chez moi au Congo. Je n'ai pas besoin de MONUSCO pour te parler. Je pense simplement que la MONUSCO est là pour des missions étrangères et elle part et qu'elle quitte aussi l'Ouganda où ils ont la base logistique là. Parce que c'est Corné Moulumba, si on vous demandez de faire un bilan de la présence de la MONUSCO depuis 22 ans, donc vous ne trouverez en tout cas aucune action positive. Il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a rien. Même le fait que nous étions, pendant la Deuxième Guerre, un pays divisé en républiquettes, et que c'est la MONUSCO qui assurait, par exemple, les contacts entre les différentes entités. La MONUSCO qui transporte même les officiels, même les préposés de l'État, qui construit les hôpitaux, les infrastructures, tout ça. C'est ça. On détruit l'État et on se propose de rendre les services que l'État doit rendre. C'est la MONUSCO qui détruit l'État. Je voudrais vous dire ceci. Derrière le Rwanda, derrière le RCD, pour parler de la guerre, il y avait le Rwanda. Derrière le Rwanda, les États-Unis et les multinationales. Derrière l'Ouganda, il y avait le MLC, il y avait derrière le MLC, il y avait l'Ouganda, et derrière l'Ouganda, il y avait les États-Unis, les multinationales les mêmes. Donc, nous avons été les uns les autres manipulés. Alors, Congolais, asseyons-nous, parlons ensemble de notre pays, parce que nous ne faisons pas le jeu de l'extérieur. Je ne crois pas que le MLC a gagné, je ne crois pas que le RCD... C'est ça le problème. Ok, vous avez en tout cas 60 secondes comme mot de conclusion parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Moi, je dis aux Congolais de se mobiliser et pour que cette MONUSCO parte de notre pays. Sa base de logistique n'est déjà pas ici, donc à la limite, tout est en Ouganda. Que les institutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se retrouvent pour qu'officiellement, qu'il y ait la voie officielle pour exiger que la MONUSCO doit quitter notre pays avant décembre 2020. On ne doit pas voter 2023 avec la MONUSCO sur notre sol.
Et ça, ce n'est pas possible que si les Congolais se mettent debout et que dans toutes les provinces, dans tous les territoires, qu'on montre qu'on est contre. Et le monde entier comprendra alors, si Monico se maintient, qu'il y a d'autres agendas. Ok, merci beaucoup Corneille Moulumba d'être en tout cas passé ici. Nous avions planché sur la pacification de l'Est de la RD Congo comme condition pour construire en tout cas un grand pays au cœur de l'Afrique, la RD Congo. Vous l'avez exploité cette thématique dans votre ouvrage Piliers et dynamique pour un grand Congo, un livre préfacé par Martin Fortuné Mukenji Mbandankulu et publié aux éditions CEDAC ici à Kinshasa. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris en tout cas dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Merci Corneille Moulumba. Vous étiez l'enseignant du jour et on va se retrouver prochainement pour pouvoir décortiquer votre ouvrage Piliers et dynamique pour un grand Congo. Bye et à la prochaine.